va passer maintenant à la suite. Et un grand moment. Un grand moment. Moi, il y aura plein de grands moments, mais celui-là va être un grand moment. Celui-là, c'est un petit peu mon préféré, donc je vais vous le présenter. Alors peut-être que vous n'avez pas... Enfin, peut-être que vous le connaissez déjà tous, en fait, et que ça sert à rien, ce que je fais. On va avoir la chance d'avoir une conférence de Roland Lehoucq. Roland Lehoucq, qui est astrophysicien au CEA de Saclay, et à mes yeux, l'un des plus grands vulgarisateurs de tous les temps. Et je pèse mes mots. Donc vous avez peut-être assisté déjà à son intervention l'année dernière, lors de la nuit à l'IAP. Il nous avait fait quelque chose sur la physique d'Avatar, d'Interstellar, je crois, ou des exoplanètes. Et donc cette année, il va nous parler de science et de cinéma. C'est un peu son sujet favori. Et donc voilà, on a la chance de l'avoir avec nous et on va vous laisser en sa compagnie. Bonsoir Roland. Bonsoir Hervé. Bienvenue à la nuit du Big Bang au Big Band. On est ravis de t'avoir. C'est un grand plaisir d'intervenir à tes côtés. Mais merci, le plaisir est partagé. Donc tu voulais nous parler, enfin tu nous as proposé de parler de science et science-fiction. Oui, j'avoue que c'est un peu mon dada. Il semblerait. C'est souvent pour ça qu'on me demande d'intervenir. Et c'est donc d'utiliser la science-fiction pour des vertus pédagogiques, c'est-à-dire de montrer, en utilisant des œuvres de science-fiction, des séquences, plus exactement de films de science-fiction, parce que je pourrais aussi utiliser des œuvres de science-fiction littéraires, plutôt que cinématographiques. Elles sont moins connues et elles ne produisent pas d'image au sens montrable. C'est du texte. Et donc, en utilisant ces œuvres de science-fiction cinématographiques, sur certaines scènes, on peut les analyser quantitativement, comme ferait un physicien devant une manip, d'une certaine façon, devant une observation. On peut les observer, alors même plus qu'un physicien, un astrophysicien, une astrophysicienne qui, observant le ciel, fait des mesures, de l'information lui vient, qu'il ne contrôle pas. Il ne peut juste y avoir accès s'il a les moyens idoines, penser ce qu'il voit grâce à la physique qui a été établie ici et maintenant sur Terre, et puis essayer d'en déduire des informations. Donc ce qu'on va essayer de faire ce soir en peut-être 4 petites séquences qui n'auront comme lien que finalement la pratique et pas tellement les thèmes. On va classer les Jedi quantitativement, on va dire qui est le plus fort, mais avec un nombre. On va analyser dans Avatar 2 séquences, une concernant Polyphème Pandora. Pandora, c'est le monde sur lequel se déroule l'histoire et qui est en orbite autour de la planète Polyphème. Et on va essayer de déterminer le rayon de l'orbite de Pandora. Alors que c'est dit nulle part, évidemment. Si c'est dit quelque part, c'est trop facile. Et puis toujours dans Pandora, Avatar, on va parler un peu du Venture Star, du vaisseau, qui est un très beau vaisseau. Et puis, si on a un peu de temps encore, on conclura sur la détermination de la masse de Gargantua, le trou noir géant dans Interstellar. Ah oui, on aura le temps. On aura le temps. On aura le temps. Bon, donc on va commencer. Alors, ça commence par Star Wars. On va essayer de classer les Jedi. Alors, la première chose à avoir en tête pour classer les Jedi, c'est essayer de qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme quantité mesurable, si j'ose dire, ou calculable. Alors, ces Jedi, on nous dit, ça c'est une séquence c'est l'épisode 4, la définition d'Obi-Wan Kenobi, on nous dit, c'est quoi la force? Les Jedi, ils ont cette particularité de maîtriser la force. C'est quoi la force? On nous dit, c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure, il nous pénètre. Il lie la galaxie tout entière. Bon, des spécialistes de galaxies comme toi auraient bien des choses à dire sur cette définition. Il semblerait. Mais le point important, c'est de dire que c'est un champ d'énergie. Ça, c'est intéressant. La force est une énergie, assez mystérieuse, il faut le reconnaître. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en physique, l'énergie, c'est une mesure de la capacité d'un système à faire des transformations. Pour construire cette table ou pour la détruire, il faut dépenser de l'énergie. Si on veut la déplacer, il faut dépenser de l'énergie. Si on veut la refroidir ou la réchauffer, il faut dépenser de l'énergie. Si on veut la transformer d'une façon ou d'une autre, il faut dépenser de l'énergie. Et donc, le fait que les Jedi aient accès à un immense réservoir d'énergie, qu'on appelle la force, on aurait dû l'appeler plutôt l'énergie, n'est-ce pas? Pour être cohérent, mais bon. Ça aurait été plus cohérent. Eh bien, cet immense réservoir d'énergie, ils ont accès à ça, ils peuvent piocher dedans et faire des transformations. Comme ce réservoir est immense, on comprend qu'il remplit l'univers entier, ils font des grosses transformations, plein de trucs incroyables que nous, on ne sait pas faire. Alors, comment faire pour les classer? Si on voulait classer des machines à énergie, on pourrait dire, cette petite machine, elle produit peu d'énergie, cette grosse machine, elle produit beaucoup d'énergie. Oui, les Jedi, ils produisent pareil, enfin, ils ont accès au même stock. Alors, pour les classer, en fait, on va regarder des séquences où on les voit agir et on va essayer de déterminer le rythme auquel ils piochent dans l'énergie de la force. Ce rythme, c'est-à-dire le débit d'énergie, ça s'appelle la puissance, et ça s'exprime en watts. Et donc, la question, c'est, Yoda, combien de watts?
Luke Skywalker, combien de watts? L'empereur, combien de watts? Et quand on sait chiffrer ça, on pourra les classer. Quand on a beaucoup de watts, on est puissant au sens de la physique. On a accès non seulement à beaucoup d'énergie, mais on a un rythme très rapide. Et donc, on peut faire des transformations à la fois nombreuses et rapides, puisque le débit va fixer le rythme des transformations. Et donc, voilà, c'est parti. Première séquence. On voit Skywalker qui s'entraîne sur Dagobah. Il s'entraîne avec Yoda et il doit soulever des caisses. Il soulève des caisses. Il est à l'envers, il soulève des caisses. Donc il est là à l'envers et il essaie de soulever des caisses. Il les soulève. Il soulève aussi d'ailleurs R2D2. Et on voit qu'il est en train de manipuler des caisses assez lourdes, de les soulever sans les toucher. C'est ça le truc incroyable de la force. Il les soulève sans les toucher. Contre leur poids. Et en une durée, alors on regarde la durée de la séquence, 4 ou 5 secondes. Alors on essaie d'estimer, pour calculer la puissance de Skywalker dans cette situation-là, il faut avoir une idée de la masse qu'il soulève, de la gravité de la planète, et puis ensuite de la durée qu'il a mis pour les soulever, et de la hauteur qu'il les a soulevés. Il faut faire le produit de la masse par la gravité, par la hauteur, ça donne l'énergie qu'il a fallu fournir, divisé par la durée. Alors pour la masse, on ne sait pas trop, mais R2D2, on va le mettre à 100 kg, les deux caisses à 25 kg, peut-être 150, 200 kg. On vous met tout ça à 200 kg pour faire rond. On fait des ordres de grandeur, bien sûr, on ne va pas trouver la valeur au watt près. Il les soulève de quelque chose comme 2 mètres, sa hauteur, ou un peu moins, un peu plus que sa hauteur, contre la gravité de Dagobah. Combien c'est? On ne sait pas, alors on va faire l'hypothèse que c'est la même que la Terre. Faisons ça comme hypothèse de base. 1G, une gravité terrestre, 9,8 mètres par seconde au carré. La durée de la séquence, à peu près 5 secondes, 5 ou 6 secondes. On fait le petit calcul et on trouve l'ordre de grandeur 1000 watts. Skywalker, c'est 1000 watts. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Si on ne sait pas ce que c'est un watt, on ne sait pas dire si 1000, c'est beaucoup. 1000 watts, c'est beaucoup ou pas beaucoup. Alors, on peut comparer ça à un humain. Alors, un humain comme toi ou moi sur un vélo, sans trop se fatiguer, c'est 80-100 watts. Quoi. Vraiment. Ça. Et déjà, bien tassé. Ouais. Voilà, et on avance déjà pas mal à 80-100 watts, un humain sur un vélo comme toi ou moi. Les pros du Tour de France sur un vélo, quand ils montent l'Alpe d'Huez en 20 minutes, 23 minutes, ils sont plutôt à 400 watts. 400, ouais. Et eux, c'est des boss. Exactement. Et si on prend un humain vraiment fort en vélo, mais qui va pédaler moins longtemps, les poursuites individuelles, par exemple, qui durent quelques minutes, là, pour le coup, ils ont un effort très violent en quelques minutes, 700 watts. Donc 1000 watts, c'est pas mal, ça reste humain, ça se compare en fait à ce que fait un haltérophile. Finalement, ce que fait Skywalker, c'est ce que fait un haltérophile. Il soulève 200 kg de 2 mètres en une seconde. Voilà, en gros. Et ils trouvent, les haltérophiles font largement les 2000 watts, mais ils le font une fraction de seconde, et ils le font en touchant la barre. Là où Skywalker est fort, c'est qu'il le fait plusieurs secondes, et il le fait sans toucher la barre, c'est-à-dire sans toucher le matériel. Bon, donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est pas tant les 1000 watts, ce qui est déjà pas mal. Alors deuxième séquence, on va regarder cette fois-ci notre ami Yoda. Oui. Et dans la même scène, en fait un peu après, Skywalker doit essayer de sortir le vaisseau qui est dans le marais de Dagobah et il n'arrive pas à le sortir. Ayant 1000 watts, pour sortir un gros vaisseau, il n'y arrive pas. Bon alors Yoda lui montre. Alors Yoda lui montre, donc il se concentre un peu. On sent que Yoda n'est pas full power, comme on dit, il est un peu tranquille. Hein. C'est pour montrer un étudiant. Quand on montre un étudiant, en général, on essaie de le mettre minable, mais on fait ça gentiment. Il montre, il pose tranquillement le vaisseau. Alors évidemment, là, il soulève un vaisseau. Il ne soulève pas 200 kilos, 150, 200 kilos, il soulève on ne sait pas combien. Ce vaisseau, il ressemble à un chasseur de combat terrestre actuel, un Rafale, un MiG, un je ne sais pas quoi. Bon, on va dire 20 tonnes, 25 tonnes. C'est quelque chose comme 100 fois plus. Là où Skywalker soulevait, disons, 200 kilos, Yoda soulève, disons, 20 tonnes. Il les soulève à peu près au même rythme, de la même hauteur. Donc on voit qu'il fait 2 mètres de haut en quelques secondes. Donc c'est quelques dizaines de centimètres par seconde, peut-être 50 centimètres par seconde la vitesse de montée. Et bref, en gros, la gravité est la même, la vitesse à peu près la même, la masse est 100 fois plus. Donc Yoda, c'est 100 Skywalker. Voilà. Donc c'est pour ça que Skywalker, il n'y arrive pas. Parce qu'avec un Skywalker, on n'arrive pas. 100 Skywalker, ça marche. Un jeune Skywalker. Jeune Skywalker, exactement. Alors Yoda, 100 Skywalker, donc 100 000 watts. Alors cette fois-ci, on a comparé tout à l'heure Skywalker à un humain. Ça se compare, disons, un humain baraqué, un humain athlétique. Mais là, 100 000 watts, on compare plus à un humain, évidemment. Il n'y a aucun humain n'est à 100 000 watts. 100 000 watts, c'est une voiture. À peu près une voiture de 120 chevaux, comme on donne plutôt les puissances de voiture en cheval-vapeur. Une voiture, c'est, mettons, 120 chevaux, pas une grosse en plus, c'est 100 000 watts. Donc Yoda, c'est une voiture. Incidemment, ça veut dire qu'une voiture, c'est 100 000 watts. On a dit un humain comme toi et moi, c'est 100 watts. Donc une voiture, c'est 1000 humains. Donc si on veut aller à 130 sur l'autoroute avec ta petite Twingo ou ta petite Clio,
qui fait dans les 100 kW quand elle est à 130 sur l'autoroute. C'est-à-dire c'est 1000 humains qui pédalent, comme toi, et moi. D'accord ? C'est ça qu'il faut réaliser dans ces calculs de puissance aussi. C'est d'abord que les puissances développées par ces personnages sont extraordinaires, bien sûr, Yoda, et on va voir encore plus. Mais c'est aussi que cette notion de puissance, en revenant sur Terre, elle est très importante si on devait imaginer ça en termes de ce que certains ont appelé esclave énergétique. C'est-à-dire, si l'unité de puissance est un humain standard, qui est capable de délivrer 100 watts pendant quelques heures, disons, et après il est quand même bien fatigué, mais il fait 100 watts quelques heures, la moindre opération qu'on fait quotidienne, c'est tout de suite des dizaines d'humains qui bossent pour vous s'ils devaient pédaler sur un vélo pour fournir l'électricité du grille-pain, pour alimenter la batterie de la voiture ou pour alimenter la voiture. Je ne parle même pas des énormes machines qu'on peut avoir dans l'industrie. Et donc, c'est là où on réalise que l'humanité, en fait, individuellement, à l'échelle de nos capacités musculaires, on est plutôt faible. Un bœuf, un cheval, c'est déjà 7 ou 8 humains. On comprend l'intérêt majeur, par exemple, pour cultiver, d'avoir un cheval plutôt que pas de cheval. Et quand on est Yoda, évidemment, on est tranquille, on fait 100 000 watts. Donc là, le problème ne se pose pas. On fait plein de choses avec 100 000 watts quand on a accès à la force. Alors, un autre personnage intéressant dont on peut estimer la puissance, c'est l'empereur, dans une scène, à partir d'une scène où il électrise Skywalker pour le tuer. Alors, regardons la scène. Il est là, très énervé, il le convainc de passer du côté obscur. Skywalker n'a pas l'air tout à fait d'accord, il lui dit « bon, elle meurt ». Et il lui envoie des éclairs extraordinaires. Et quand on regarde bien la scène, on voit des éclairs qui partent du bout des doigts de l'empereur, qui vont vers Skywalker et qui l'électrisent et sont presque en train de le tuer. D'ailleurs, Skywalker fume un peu. Ce qui est intéressant, ça va être intéressant. Il fume un peu, bah oui, il est traversé par un courant électrique et l'effet Joule, ça chauffe, et quand ça chauffe fort, ça peut fumer. Il a dû chauffer. Là, le Skywalker, il a dû chauffer un peu. Bon, l'empereur, pour calculer la puissance de l'empereur à partir de cette décharge électrique, il faut avoir 2 informations. On est en électricité cette fois-ci. Tout à l'heure, on a vu Skywalker qui utilisait la force de façon antigravitationnelle pour soulever des objets. Là, on l'utilise de façon électrostatique pour créer des champs électriques intenses qui rendent l'air conducteur et provoquent l'éclair. Donc l'éclair, il faut qu'on ait une idée de la différence de potentiel entre les doigts de l'empereur et Skywalker. Et deuxièmement, qu'on ait une idée de l'intensité du courant électrique qui traverse l'éclair. Alors l'intensité, c'est relativement facile. Skywalker fume un peu, et puis il veut le tuer. C'est documenté. On a essayé de tuer des gens avec de l'électricité. Ça s'appelle la chaise électrique aux États-Unis, 19e, même 20e siècle. Et on mettait quelques ampères dans le courant électrique qui traverse le corps du personnage, qui était de la personne qui était exécutée, et qui fumait. Littéralement, les témoins disent qu'elles ont fumé. Ça brûlait la personne, littéralement. Donc, une exécution d'une cruauté pas totalement négligeable. Et si on va mettre de l'intensité de l'ordre de l'ampère, l'ordre de grandeur, ça sera 1 ampère. La différence de potentiel, c'est assez facile à estimer, sachant que l'air, on va faire l'hypothèse qu'ils sont dans de l'air, ils n'y sont peut-être pas, parce que les personnages que nous voyons ne sont peut-être pas des humains. Dans la mesure où on est il y a très longtemps, dans une très lointaine galaxie. Attention, ne l'oublions pas. Far, far away. Ouais, far, far away, exactement. Et donc, si c'est de l'air, on peut mesurer, regarder dans les livres, ou mesurer en faisant une manip, ou demander à son collègue, à son professeur de physique. Enfin, on trouve la valeur de ce qu'on appelle le champ disruptif de l'air, le champ électrique qu'il faut exercer dans l'air, humide ou pas, il y a des dans l'air, pour qu'il soit conducteur, qu'il y ait des éclairs. La valeur, c'est à peu près 3 millions de volts par mètre. Un peu plus que 3 millions de volts par mètre. Là, on a des éclairs qui ont l'air de faire, on ne sait pas, quelquefois la taille de l'empereur. Si cet empereur a une taille qui est de l'ordre d'un humain, 1m75, 1m80, ces éclairs font 4, 5, peut-être 6 mètres. 4, 5, 6 mètres avec 3 millions de volts par mètre, on est dans la gamme des 15 millions de volts, on va dire. 15 millions de volts avec quelque chose qui est de l'ordre de l'ampère, on est dans les mégawatts, dans la dizaine de mégawatts, peut-être 20, peut-être 30 mégawatts. On va dire 10 mégawatts en chiffre rond, en puissance de 10, 10 puissance 7 watts. Alors là, ça rigole plus du tout. Donc on a vu Skywalker 10 puissance 3 watts, Yoda 10 puissance 5 watts, là on est à 10 puissance 7 watts. Encore un facteur 100 au-dessus. Alors, une machine qui se compare à ça, dans la Terre réelle, c'est un TGV, double rame entre Paris et Lyon à 300 km/h. C'est à peu près une dizaine de mégawatts. Voilà la puissance. Et les records de TGV, quand ils ont atteint plus de 500, 570 km/h, la puissance du TGV, c'était une trentaine de mégawatts. Donc là, on a un TGV. Donc, de la même façon qu'on ne se met pas devant un TGV pour le dire « arrête-toi », on ne dit pas à l'empereur « je te déteste et je vais te patater ». Il dit « il n'y a aucun problème » et il te met minable parce que lui, il a la puissance d'un TGV pour te faire abattre ton caquet. Voilà, donc on respecte ce qu'on dit la puissance au sens des watts. Voilà. Donc l'empereur, une dizaine de mégawatts. Et dernière séquence, cette fois-ci pour estimer la puissance alors d'un sabre laser, parce que c'est l'objet qui va être utilisé, mais en fait, ce sont ces Jedi qui collectent la force et qu'il injecte dans le sabre laser, donc la puissance du sabre laser, la puissance de Qui-Gon Jinn en l'occurrence. Dans cette séquence, on le voit
en train de vouloir forcer une porte derrière laquelle se cachent deux méchants. Il veut un peu les capturer, disons, les discuter avec eux, on va dire. Et il met son sabre laser dans la porte commence à fondre, et puis de l'autre côté, du côté des méchants, on voit qu'il y a vraiment un morceau de porte qui coule, littéralement. Bon, alors est-ce qu'on peut estimer la puissance comme ça? Bien sûr, il suffit de se dire, on a fait fondre un métal. Faire fondre un métal, ça veut dire élever sa température jusqu'à la température de fusion. Ça a un certain coût énergétique qui dépend de propriétés thermodynamiques du métal, qu'on appelle capacité calorifique, et qui dépend de la masse de métal. Et puis deuxième